Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge dans des documents qui éclairent une facette assez étonnante de l'histoire marocaine et même des droits humains au XVIIIe siècle. On va parler d'une initiative souvent présentée comme un jalon précoce contre l'esclavage, la fameuse Déclaration de Meknès de 1777. Bonjour. Oui, un sujet fascinant et qui mérite qu'on s'y attarde un peu. Alors, pour cette analyse, on se base sur quoi exactement? On a un article principal, c'est ça? C'est ça. Principalement un article d'Abdelhadi Tazi paru dans la revue Diwan al-Madalim. C'est lui qui met vraiment ce texte en avant. D'accord. Et puis, on a aussi, pour contextualiser, une chronologie un peu plus générale des abolitions et quelques extraits d'autres travaux, notamment de la revue Esperis Tamouda. Ça nous donne une vue, disons, un peu plus large. Parfait. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est d'examiner cette déclaration de près. Qu'est-ce qu'elle dit vraiment? Est-ce que c'est une proclamation d'abolition, comme le suggère Tazi, ou est-ce que c'est autre chose? Quel était son contexte précis, sa portée réelle? Et puis, quelle place elle occupe dans cette longue histoire de l'esclavage et de sa disparition progressive? Exactement. C'est une enquête passionnante qui commence. Alors, allons-y. Commençons avec cet article d'Abdelhadi Tazi. Il nous parle du sultan Sidi Mohamed Ben Abdallah, aussi connu comme Mohamed III. Il a régné quand déjà? Il a régné sur le Maroc entre 1757 et 1790, une période assez longue. D'accord. Et Tazi, d'emblée, il insiste sur quoi? Sur un attachement ancien des Marocains à la justice, à la liberté? Oui, il met l'accent là-dessus. Il évoque même des actions plus anciennes sous les dynasties almohades et mérinides pour libérer des prisonniers. Pour lui, la déclaration de 1777 s'inscrit un peu dans cette continuité historique. Intéressant comme point de départ. Oui, et ça nous rappelle quelque chose d'important. Le Maroc avait ses propres institutions de justice, de régulation, bien avant l'influence européenne plus tardive qu'on connaît. Les sources mentionnent par exemple la Hisba. Ah oui, et la Hisba? C'était quoi exactement? C'était une institution chargée de superviser les marchés, les mœurs publiques aussi. Elle était gérée par le mortassib. Et puis il y avait aussi cette fonction de préposé aux doléances. Ça a même évolué sous les Alaouites vers un ministère des plaintes, le Wazir Shikayat. Le sultan lui-même était souvent vu comme le recours ultime en matière de justice. D'accord. Donc des mécanismes ancrés dans une conception islamique de l'équité, si je comprends bien. Tout à fait. Il faut garder ça en tête, hein. Il y avait déjà une tradition de règles codifiées et d'intervention de l'État. D'ailleurs, la revue Diwan al-Madalim elle-même, où Tazi publie son article, Oui. c'est aussi le nom d'une institution moderne de médiation. Elle s'inscrit dans cette longue histoire de recherche de justice entre les citoyens et l'administration. Ça contraste pas mal avec les systèmes judiciaires introduits plus tard, hein. Ah oui, comme les tribunaux consulaires liés aux capitulations. Exactement. Ou les tribunaux dits modernes, sous le protectorat français, qui ont, disons, complexifié, voire affaibli les systèmes qui existaient avant. Bon, revenons à notre date clé. 1777. Tazi, il qualifie cette déclaration de Meknès de document historique majeur. Il donne une date très précise. Oui, très précise. 7 Sha'ban 1191, ce qui correspond, dans notre calendrier, au 10 septembre 1777. Et selon Tazi, le sultan Mohamed III aurait imaginé quoi? Une sorte de convention internationale? C'est ce qu'il avance. Une proposition faite aux autres nations qui visait, et je cite Tazi, la suppression définitive de l'esclavage. C'est une affirmation très, très forte. Carrément. Suppression définitive. Oui. Et Tazi présente ça comme une source de fierté nationale, une preuve de l'avant-gardisme marocain en matière de droits humains. Alors là, cette date, 1777, elle interpelle forcément, quand on la compare à la chronologie de l'abolitionnisme occidental. C'est ça qui frappe tout de suite si on regarde la chronologie qu'on a. On voit que le Vermont, aux États-Unis, adopte une constitution qui interdit l'esclavage pour les adultes la même année, 1777. C'est un cas un peu particulier, mais la date est là. Mais ailleurs? L'émancipation graduelle en Pennsylvanie, ça commence seulement en 1780. En France, la fameuse Société des Amis des Noirs, c'est 1788. Et la première abolition par la Convention, qui sera ensuite annulée par Napoléon, c'est 1794. Donc une initiative marocaine visant la suppression définitive en 1777, ce serait euh, extrêmement précoce. Absolument. Et ce qui rend l'interprétation de Tazi encore plus, disons, intrigante, c'est cette dimension internationale qui lui prête. Une proposition faite à la communauté des nations,
ouverte à adhésion ou amendement. Ça suggère une ambition diplomatique assez large, en effet. Oui, mais comme toujours, le diable est dans les détails. Qu'est-ce que dit exactement le texte que Tazi cite? Justement, venons-y. Examinons ces fameux articles mis en avant par Tazi. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est l'article 3. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, l'article 3, il stipule le rachat obligatoire des captifs au début de chaque année. L'idée, c'est qu'aucun captif ressortissant des deux pays signataires, le Maroc et un partenaire éventuel, ne devrait rester en captivité plus d'un an. D'accord, un rachat annuel obligatoire. Même si le captif est détenu par un particulier marocain. Oui, même dans ce cas, le rachat s'impose. Ensuite, il y a l'article 4. L'article 4, lui, interdit formellement de réduire en captivité toute personne âgée de 70 ans ou plus. Et il interdit aussi la capture de toute femme, qu'elle soit jeune ou âgée. Ah, ça c'est spécifique. Protection des femmes et des personnes âgées. Et le dernier article cité? L'article 5. L'article 5 accorde une protection spéciale aux navires qui transportent des vivres jugés essentiels. On parle de céréales, blé, orge, riz. Par contre, les graisses, viandes, miel sont exclus. Et cette protection s'applique à tous les navires musulmans ou chrétiens. Oui, peu importe l'origine. Et la justification est explicitement humanitaire. Éviter la famine. C'est intéressant. Si le navire transporte aussi de l'argent ou d'autres marchandises, ça peut être saisi. Mais le bateau lui-même, son équipage et les vivres essentiels sont protégés. D'accord. Bon, analysons un peu ça. Le mot qui revient tout le temps, c'est captif. Exactement. Assir en arabe, probablement. Dans ce contexte méditerranéen du XVIIIe siècle, ça renvoie très souvent à quoi? Aux prisonniers de guerre, ou plus spécifiquement aux personnes capturées en mer par des corsaires. C'était une pratique courante des deux côtés de la Méditerranée. Donc, potentiellement très différent de l'esclavage domestique ou de l'esclavage institutionnalisé. Tout à fait. C'est potentiellement très différent. Par exemple, une autre de nos sources, la revue Hespéris Tamouda, elle évoque une institution bien spécifique, les Kabid al-Boukhari. La garde noire, c'est ça? C'est souvent traduit comme ça, oui. C'était un corps militaire important, créé bien avant, sous Moulay Ismaïl, à la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle. Composé principalement d'esclaves noirs et de leurs descendants. Il jouait un rôle crucial dans l'armée et la structure du pouvoir, le Makhzen. Donc ça, c'est une forme d'esclavage militaire d'État. C'est pas la même chose que les captifs dont parle la déclaration de 1777. A priori, non. C'est une catégorie différente. Il est vraiment crucial de distinguer ces situations. Les captifs de 1777 semblent plutôt liés à la guerre ou à la course en mer. Donc si je suis bien, Tazi parle de suppression de l'esclavage, mais les articles qu'il cite, eux, ils semblent plutôt viser à réguler la capture et les conditions de détention de ces captifs. C'est ça. C'est exactement la nuance clé qui émerge quand on lit attentivement ces articles. L'article 3, avec son rachat annuel, c'est typique des systèmes de rançon pour les captifs de guerre ou de course. Oui. L'article 4, qui protège femmes et vieillards de la capture, ça relève plutôt des règles d'engagement ou d'un droit humanitaire naissant si on veut. Et l'article 5 sur les navires de vivre? C'est clairement une règle de droit maritime humanitaire, protéger les approvisionnements alimentaires vitaux. C'est une préoccupation très logique dans une région où les sécheresses, les famines, pouvaient être aggravées par les conflits ou la piraterie. Donc ces mesures sont quand même remarquables pour 1777. Ah oui, en soi, elles le sont. Tenter de codifier de telles protections et avec une visée internationale affichée, c'est significatif. Mais ça semble plus relever de la régulation humanitaire de la captivité et du droit maritime. Que d'une abolition générale de l'institution esclavagiste sous toutes ses formes, au Maroc à ce moment-là. Voilà, c'est ça qui semble se dessiner. Hmm. Et il faut aussi noter une chose, que Tazi mentionne un peu en passant dans son article. Il parle d'un autre document historique, apparemment très long, signé par 70 notables marocains. Ah bon? Et ce document dirait quoi? Il appuierait une décision royale distincte qui visait, selon les termes de Tazi, à mettre fin à la course effrénée pour la possession des esclaves. D'accord. Donc ça pourrait suggérer qu'il y a eu différentes initiatives royales à cette époque? C'est une possibilité, peut-être une sur la régulation de la capture en mer, la déclaration de 1777, et d'autres mesures concernant le commerce ou la détention d'esclaves à l'intérieur même du pays. Sans voir ce deuxième document, difficile d'en dire plus, mais ça complexifie un peu l'image. Oui, c'est clair que c'est beaucoup plus nuancé que l'affirmation de départ d'une suppression définitive de l'esclavage. Alors, si cette déclaration de 1777 semble plus ciblée sur les captifs et les règles maritimes,
comment ça s'accorde avec ce qu'on sait de l'esclavage au Maroc après cette date? Est-ce que les autres sources nous donnent des indices là-dessus? Oui, justement, Esperista Mouda nous apporte un éclairage sur des périodes plus tardives. Par exemple, Par exemple, on mentionne une réforme attribuée à un autre sultan, Mohamed Ben Abderrahmane, qui a régné bien plus tard, lui, de 1859 à 1873. Donc pas Mohamed III. tard quasiment. Et cette réforme Mislam? Elle daterait de 1863. Et selon cette réforme, un esclave fugitif qui parvenait à atteindre le Markzen, le pouvoir central, eh bien, il n'était plus rendu à son propriétaire. Ah, et qu'est-ce qu'il devenait? Il était intégré à l'armée. Et le propriétaire recevait une compensation financière. Donc c'est une modification du statut, hein, pas une abolition. Et ça date de presque 100 ans après 1777. Et Esperista Mouda parle aussi des pressions européennes, britanniques notamment, à la fin du 19e. Oui, tout à fait. Il y a l'exemple d'une lettre du consul britannique, Sir John Drummond Hay, en 1884. Il exprime ses préoccupations sur le sort des esclaves. Il mentionne même des pratiques comme la castration. Pratique que le sultan de l'époque niait, c'est ça? Et le sultan niait catégoriquement, oui. Et puis, il y a l'affaire Boubker Ganjaoui en 1889. C'était un notable marocain qui avait la protection britannique, mais il a été accusé de trafic d'esclaves. Ça a créé un incident diplomatique. Ces exemples montrent bien que l'esclavage, son commerce, ça restait une réalité et même un sujet de tension bien après 1777. Absolument. Et si on jette un œil à la chronologie générale des abolitions qu'on a, Oui. on voit que l'abolition formelle, complète, de l'esclavage dans beaucoup de pays musulmans, c'est un processus beaucoup plus tardif. La Tunisie, c'est 1846, ce qui est assez précoce pour la région. Et l'Empire ottoman? L'Empire ottoman prend des mesures importantes à partir de 1847, mais l'interdiction formelle du commerce, c'est plutôt 1857. Et l'application a été, disons, inégale. Au Maroc même, une mesure spécifique date de 1922, sous le protectorat. Et elle disait quoi, cette mesure de 1922? Elle ne concernait que l'interdiction de la vente publique et la libération des esclaves en fuite, pas une abolition totale et immédiate. Et ailleurs? Dans des pays comme l'Arabie Saoudite et le Yémen, l'abolition légale, c'est 1962, et en Mauritanie, c'est proclamé en 1981, même si l'application reste complexe. D'accord. Donc, quand on replace tout ça dans ce contexte très large, la déclaration de Meknès de 1777, telle qu'elle apparaît à travers les articles cités par Tazi, Elle se distingue, oui. Elle est précoce, elle a une ambition internationale affichée, mais son objet semble bien être la régulation de la captivité et l'établissement de règles humanitaires maritimes. plutôt que l'abolition de l'esclavage au sens large. C'est ce qui semble le plus probable. Mais attention, ces principes humanitaires, la protection des femmes, des vieillards, des convois alimentaires, ça reste indéniablement progressiste pour le XVIIIe siècle. Oui, ça, il faut le reconnaître. La question fondamentale, au fond, c'est celle des termes. Comment les mots captifs et esclaves étaient-ils précisément compris et utilisés dans le contexte juridique et social marocain de 1777 ? C'est cette distinction qui est essentielle pour évaluer la portée exacte de ce document. Alors, après avoir examiné tous ces éléments, quelle est la véritable portée de cette déclaration de 1777? Qu'est-ce qu'on doit retenir au fond de notre analyse? Ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que la déclaration de Meknès de 1777 est un document historique significatif, oui, mais probablement pas exactement pour les raisons qu'on met souvent en avant de manière un peu, disons, simplifiée. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle ne semble pas être une déclaration d'abolition de l'esclavage, au sens où on l'entendrait aujourd'hui. Par contre, elle représente une tentative pionnière, remarquable, initiée par le Maroc pour réguler les aspects les plus durs de la captivité qui résultaient des conflits et de la course maritime. Et pour introduire des principes humanitaires dans le droit maritime international de l'époque. Exactement. C'est une étape précoce dans le développement de ce qu'on appellerait bien plus tard le droit international humanitaire. Et cette initiative, elle s'inscrit dans une tradition marocaine plus large. Oui, on peut dire ça. Une tradition de codification des règles de guerre, du traitement des prisonniers, de la diplomatie. Elle montre que des préoccupations pour limiter la violence et protéger certaines catégories de personnes existaient en dehors du contexte strictement européen, Et ça, c'est important. centré sur l'Occident. Ça nous rappelle que différentes sociétés ont cherché, à leur manière, selon leur propre logique juridique, culturelle,
à poser des limites aux pratiques de servitude et de conflit. C'est une perspective beaucoup plus riche, en effet. La mise en lumière de cette déclaration de Meknès, même si on redéfinit sa portée comme une régulation humanitaire plutôt qu'une abolition totale, ça reste important. Ça témoigne d'une initiative marocaine précoce sur la scène internationale pour humaniser certaines pratiques de l'époque. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une réflexion finale, une question à laisser mûrir. Dans quelle mesure est-ce que la redécouverte et l'analyse rigoureuse de documents comme celui de Meknès, en reconnaissant leur contexte, leur portée réelle, sans les surinterpréter mais sans les minimiser non plus, dans quelle mesure ça peut transformer notre compréhension globale de l'évolution des idées sur la dignité humaine, sur la justice? Hmm, C'est une excellente question. Combien d'autres traditions juridiques, de décrets, de pratiques, venues de contextes non européens, attendent peut-être encore d'être étudiées pour nous offrir une histoire plus complète, plus complexe, et finalement peut-être plus vraie, des longs chemins que l'humanité a empruntés pour définir et défendre des droits fondamentaux? C'est une piste de réflexion essentielle, en effet. Il y a sans doute encore beaucoup à découvrir et à comprendre. À explorer. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette exploration nuancée aujourd'hui. Merci à vous.